Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission dédiée au marché des transferts. On avait dit qu'on n'en ferait plus, mais finalement il y a eu une actualité un peu chargée en décembre. Donc avec Grégory et Benjamin, on a décidé de se réunir un petit peu avant les fêtes de Noël pour faire cette fois-ci un dernier point. Donc salut Ben. Salut Charles, salut Greg, salut tout le monde. Et salut Grégory. Salut à tous. Alors messieurs, il y a eu pas mal de transferts, on l'a dit, mais beaucoup concernent la division continentale. Donc l'idée, c'est pas de tout lister non plus, parce que sinon ça va être un petit peu chiant pour tout le monde. C'est juste de reprendre un peu les annonces principales. Donc comme vous pouvez le voir sur le navigateur, on va les faire défiler et on va en choisir quelques-unes qui paraissent assez importantes. Et Grégory, on va commencer par Ilan Van Wilder, une signature tardive chez Deceuninck Quick-Step, transfuge du team DSM. Ouais, Ilan Van Wilder, ça a pas mal fait parler, il s'est pas mal plaint dans la presse de son statut, enfin de l'évolution des choses pour lui chez DSM, et finalement ça a tardé, et puis on a quand même réussi à trouver une solution pour casser le contrat et s'engager chez Deceuninck, qui deviendra Quick-Step d'ailleurs, Quick-Step Alpha Vinyl. Et à voir, je pense que il y a un gros potentiel et qui va rejoindre une équipe qui sait quand même pas mal former les espoirs. Normalement, je pense que ça devrait bien se passer, qu'il aura des possibilités d'être pas mauvais du tout sur tout ce qui est course par étape d'une semaine et en contre-la-montre. Je pense que ça pourrait être efficace aussi. D'ailleurs, on poursuivra tout à l'heure avec le team DSM, parce qu'il y a eu un autre coureur majeur qui a quitté cette équipe, mais on y reviendra plus tard. Et Benjamin, moi j'avais un peu envie de parler d'une nouvelle équipe. Enfin, une nouvelle équipe, c'était un club à vrai dire, puisque le l'UC Nantes évoluait chez les amateurs en DN1 et a obtenu sa licence continentale pour l'an prochain. Donc elle évoluera chez les pros, et elle a signé deux coureurs assez intéressants. Mathias Le Turnier, tout d'abord, et Emmanuel Morin aussi, donc deux belles recrues déjà pour l'UC Nantes. C'est ça, des coureurs qui vont permettre d'apporter l'expérience du monde professionnel. Puisque Mathias Le Turnier, pro depuis 2017, il était chez Cofidis, il est passé l'an dernier chez Delco, où il a fait une saison moyennasse, mais après c'est toujours compliqué de juger les saisons 2021, voire même 2020 avec le Covid. C'est pas des saisons totalement normales, j'ai envie de dire. C'est un coureur qui a quand même fait déjà quelques placettes, on va dire, comme par exemple, il avait fait en 2018 sixième du Tour de la Provence. Il avait fait, si je me souviens bien, en Hongrie, je crois, un top 10. Donc c'est un coureur qui peut apporter une expérience. Et puis il y a Emmanuel Morin, et là par contre on parle d'un coureur qui est capable de faire quand même des vraies places. Je pense que ça sera le leader naturel de l'équipe. Emmanuel Morin, donc il quitte la Cofidis, il avait connu que la Cofidis. Il termine quand même cette année deuxième de la Ronda d'Élite Vitré. Il a une bonne pointe de vitesse. C'est surtout l'an dernier qu'on l'avait vu avec 2-3 top 10 sur la Vuelta. C'est quand même quelque chose, hein. On parle d'une course World Tour pour une équipe continentale qui découvre. Est-ce que c'est vraiment pas mal de récupérer un coureur comme ça qui avait fait troisième de la Tropicale à Missanbongo? Et c'est une équipe écoute, qui va permettre de voir des jeunes coureurs comme Yael Joaland ou Louis Barré. Donc c'est sympa, et il va y avoir, entre guillemets, pour nous Français, je pense, une petite rivalité entre l'équipe du nord-ouest de la France et l'équipe du sud-est, le Sprinter Club de Nice. C'est deux équipes qui se créent. Alors on perd Delco, et c'est triste pour les coureurs et surtout le staff qui y travaillait. Mais on a la chance de voir deux continentales françaises apparaître, notamment dans un pays où, on l'a dit plusieurs fois, ça faisait râler d'avoir trop peut-être de continental pro qui essayaient de se disputer le Tour de France. Bon, alors, malheureusement, c'est la Delco qui, elle, ne le faisait pas, qui disparaît. Mais on a des continentales françaises qui apparaissent, qui vont peut-être permettre
de voir apparaître un échelon pour les jeunes coureurs français qui ne pourraient pas montrer directement au World Tour. Mais c'est vrai que Grégory, on en a parlé plusieurs fois et ça peut paraître aberrant pour certains, mais le Tour de France, c'est un formidable moteur et qu'on ne voudrait jamais le perdre et que je pense que tout le monde nous l'envie. D'un côté, c'est aussi un petit problème pour certaines équipes et pour certains sponsors, parce que quand on est en Pro Conti, c'est-à-dire en deuxième division, d'ailleurs Pro Team, pas Pro Conti, pardon, forcément, on a l'ambition de participer au Tour et les places sont limitées. Donc, à un moment, il y a un embouteillage. S'il y a 2 places ou 3 places, on ne peut pas avoir 5 formations françaises en Pro Team parce que forcément, on attend un retour sur investissement et la mise en lumière du Tour est tellement folle qu'on ne peut pas s'en passer plusieurs années de suite. Et du coup, ma question, Grégory, c'est est-ce que l'avenir du vélo français un peu intermédiaire, c'est-à-dire pas le plus haut niveau, il ne se situe pas justement en division continentale où de toute façon cette ambition de Tour de France n'est pas présente et on peut participer quand même à de belles courses du calendrier national. Ouais, je pense que c'est ça effectivement. Alors il y a deux possibilités, soit une équipe continentale standard, on va dire, comme l'UC Nantes par exemple, comme on aura à l'UC Nantes l'an prochain. Donc une continentale basique qui va évoluer sur le circuit traditionnel, le calendrier français. Peut-être qu'elle sortira un petit peu des frontières aussi. Ou alors d'autres équipes continentales qui sont des équipes continentales de formation et qui servent à basculer dans une équipe World Tour avec laquelle elle a des liens ou c'est directement une équipe réserve. Et je pense que oui, effectivement, c'est ça un peu l'avenir pour euh, pour les équipes françaises, en tout cas sur ce point-là, puisque on voit bien même maintenant au niveau des pro teams françaises, il y a même des gros sponsors étrangers qui peuvent venir mettre la main à la pâte et enfin, qui demandent absolument à participer au Tour de France de toute manière, ou à un grand tour, enfin peu importe lequel, des courses sur le Tour et qui mettent quand même le paquet financièrement pour attirer des effectifs et pas nécessairement des coureurs français de premier plan, mais des coureurs internationaux de premier plan ou peut-être même des stars sur le déclin, mais en tout cas, ça ne profite pas forcément aux coureurs français et aux jeunes français qui voudraient passer pro et disputer le Tour de France. Donc je pense, au niveau de la formation, oui, effectivement, il faudra regarder maintenant à l'échelon d'en dessous, que ce soit les contis françaises basiques, les contis françaises qui sont des équipes réserves d'équipes World Tour ou du Pro Team, ou encore même des structures un peu élites qui participent au circuit espoir ou au circuit élite. Ouais, et puis je vois que par rapport à ces contis françaises, Adrien nous fait une remarque assez intéressante, je trouve. Il dit ce qui est bien avec ces 2 nouvelles contis, c'est-à-dire Nantes mais aussi Nice, c'est que Roubaix et Saint-Michel ont dû améliorer leur effectif et je vois Benjamin que tu lui as répondu, donc je vais te donner la main. C'est vrai que les deux structures historiques de Continental ont un effectif qui est aussi attrayant et qui je trouve a évolué, enfin qui va évoluer l'an prochain. Ouais, ben, tout à fait. Ben, déjà, tu vois, l'UC Nantes, je regardais là pendant que vous parliez également pour confirmer ce que je pensais. C'est une équipe qui a, à une époque, les Continentales qu'elle est passée, elle prenait le coureur qui sur le circuit amateur roulait bien, avait une petite pointe de vitesse et allait. On avait toujours les mêmes profils finalement, l'UC Nantes. Elle a pas mal de grimpeurs. Avec Louis Richard qui a fini 7e du Tour de Savoie-Mont-Blanc par exemple. Donc il y a Edge Holland. Il y a également Florian Richard Andrade qui est jeune sur le course de 19 ans. Donc c'est intéressant, on a vraiment un effectif varié. Et ça permet, alors plus peut-être pour le Sprinter Club de Nice également, de faire passer pro des coureurs de 27-28 ans qui n'ont pas eu leur chance, comme je pensais à Kevin Besson par exemple. Et en effet, ça. Alors, est-ce que c'est dû aux équipes françaises qui apparaissent, ou est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait un nouveau sponsor, mais une équipe comme Roubaix, par exemple, a vraiment fait un recrutement différent qu'il y avait les autres années. Alors, je ne vais pas parler également de la Continental Groupama, hein, avec les juniors qu'on connaît, mais la Go Sport, puisque c'est nos sponsors Roubaix Lille Métropole, qui profite du départ, enfin de la fin de l'équipe Delco,
pour récupérer des Clément Carizé ou des Edvald Siskevicius qui vont entourer quelques jeunes coureurs. Non, je suis, comme on dit, je suis hypé par les Ouais. continentales françaises. Et justement, on va conclure sur ces contis françaises. Je vous ai mis l'effectif sur la page Twitch, comme ça vous pouvez en avoir un aperçu. Grégory, Ben l'a très bien dit, ça augmente même chez Roubaix, qui était peut-être la moins compétitive des formations conti tricolores. On a vu l'apport de garçons comme Clément Carizé que Ben a cité, Norman Vatra aussi, qui est un sprinter assez rapide et qui je trouve est assez intéressant. On retrouve un Maxime Jarnet aussi et on annonce une recrue majeure. Alors, à vrai dire, on ne sait pas qui c'est. Avec Ben, on discutait un peu hier, on essayait de spéculer et il donnera son avis après, mais Je pense que c'est le retour de Laurent Jalabert chez les pros. retourne de l'orange à la verre, tant que c'est pas Richard Virenque, ça va. Mais bref, blague à part, on a vraiment un bel effectif déjà sur le papier chez Roubaix et on attend encore un leader. Ouais, tout à fait. C'est un bel effectif que Roubaix prépare pour l'an prochain, qu'on n'avait pas forcément vu depuis quelques années d'ailleurs. Et maintenant, la question que je pourrais me poser, c'est que j'ai quand même vu certains articles de presse au niveau de certains organisateurs de courses françaises notamment. Et il faudra se demander si si toutes les équipes françaises seront systématiquement invitées sur toutes les Ouais, parce que courses je crois que c'est françaises. pas le cas déjà en janvier, hein. Il y a dû y avoir des choix de fait, hein, il me Ouais, mais semble. c'est spécial. En janvier, en fait, le problème, c'est qu'ils ont. Je me permets de prendre la main. En fait, ils avaient déjà fait leur roster parce que la Ligue française de cyclisme, Ligue cyclisme française, enfin, je sais, bref, a donné les autorisations, la confirmation qu'ils pouvaient passer en continental trop tard. Donc, la Marseillaise, par exemple, mais également le Tour. Je crois que c'était surtout la Marseillaise, peut-être l'Étoile de Bessèges aussi. Avait déjà, il devait répondre aux équipes qui voulaient participer, hein, parce qu'on le sait, les premières épreuves sont très prisées. Du coup, il n'y avait plus de place. Ils ont fait, je crois, une dérogation pour ajouter une équipe de plus. Donc, je crois que c'est l'UC qui commencera sur l'Étoile de Bessèges, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, le Tour de la Provence prendra à la place le Sprinter Club de Nice pour que les deux puissent faire une course à l'étape française. Et si je ne me trompe pas, c'est autour du Var et des Alpes-Maritimes que les deux équipes pourront être cette fois-ci alignées ensemble sur une épreuve française. Puisque là, forcément, plus on avance, plus il y a de temps avant la confirmation. Et donc, je pense que le Var avait la place pour prendre les deux. Greg, un peu de spéculation, du coup, je vois Adri qui nous fait une proposition. Quel sera le leader selon toi de cette équipe Roubaix? On sait qu'il reste des garçons comme Thomas Boudin, hein, Adri nous en parle, il y a aussi un Damien Gaudin qui n'est pas encore casé. Quelle sera selon toi la recrue phare donc, de Gosport Roubaix Lille Métropole? Honnêtement, je me le demande vraiment. Je n'ai pas du tout la réponse. Après, c'est vrai qu'un coureur comme Damien Gaudin, ça peut être intéressant, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de solution pour l'an prochain apparemment. Thomas Boudin, je sais pas s'il est intéressé pour repartir en continental. C'est ça qui est la question que je me pose principalement. Après, c'est vrai que si vraiment il a rien, peut-être qu'il se laisserait tenter, mais je vois pas trop redescendre en continental. Et ouais, je pense que c'est un coureur comme ça, ou alors vraiment ce serait un pari d'un coureur qui brillerait dans une autre discipline. Mais enfin, ça a l'air d'être un coureur qui est quand même relativement connu et qui parlera aux suiveurs du cyclisme français, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il faudra pas le chercher trop loin non plus. Et ouais, je pense que ça va être un coureur qu'on connaît bien, c'est sûr. Ben, Ouais, ton avis du coup sur... ouais, non, je me rappelle, je crois que c'était sur le forum qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de Steve Chenal. Alors, non, mais Ouais, c'est vrai que ouais. mais après, non, mais qui parle qui parle à tout le monde, ça colle. Qui puisse pas signer avant janvier parce qu'il est sous contrat sur Eurosport, peut-être pour commenter les cyclocross, ou qui fait du cyclocross, ça colle aussi. Je sais que c'est pas, mais après, ça fait un coureur d'expérience également. Non, sinon, c'est vrai que Damien Gaudin, pour une continentale, ça serait excellent. Mais je sais pas pourquoi je le vois à Nantes. Je n'ai aucune information, mais. Ça pourrait Et voilà, Thomas correspondre. Bouda. Après, Thomas Bouda, c'est clair que s'il va en continental, c'est le sprinter, quoi. Le gars, il a gagné, il a déjà gagné pas mal.
Et non, après, peut-être un jeune, mais je vois pas. Il y a Leni également, qui est toujours pas d'équipe. Mm. Ouais, Bon, mais ça colle pas l'ami. avec l'idée de Ouais, sponsor, de contrat voilà. d'image. Non, après, mais c'est bizarre ce qu'ils ont annoncé après. Peut-être on dira, ah ouais, peut-être. Ou alors un VTTiste, peut-être. Jordan Sarrou, ce serait énorme. Je sais pas. Après, tout à l'heure, j'ai rigolé avec Laurent Jalabert, mais imaginez un Laurent Jalabert ou un David Moncoutier qui reprendrait la compète. Ça serait l'attraction qui ferait un coup de projecteur sur l'équipe, hein. Parce que même si on rigolerait, on serait tous à regarder les résultats de nos de nos anciennes idoles pour voir ce qu'elles feraient dans un peloton. Ouais. Alors passons à la suite. Bah, on va sortir un peu du marché On a dit français. des conneries, hein. Il y a eu quelques petites annonces et notamment Michael Nieve, hein, qui quitte le World Tour, Grégory, pour rejoindre la Carrera. Alors là, on sent qu'il y a aussi un petit coup tactique, hein, parce que ça va être très compliqué d'obtenir les invitations sur la Vuelta, plus peut-être que pour le Tour de France concernant les équipes espagnoles, et on voit qu'on essaye de faire des coups pour se démarquer de la concurrence. Ouais, c'est ça, Michael Nieve qui arrive un peu en bout de course, qui n'a pas réussi à être prolongé par Bike Exchange. Et c'est une recrue très intéressante dans l'équipe qui l'a formé, la Cara Rural. Et bah, c'est quelqu'un qui sait gagner enfin, qui a su dans ses jeunes années gagner des étapes sur de montagne, notamment sur les grands tours. Et, bah, et je pense qu'on va essayer de s'appuyer un peu là-dessus pour assurer un peu une prochaine wildcard sur la Vuelta et sur les principales courses à étapes World Tour qui se déroulent en Espagne. Alors Ben, on va passer à une autre annonce. Alors elle était attendue depuis un moment, mais elle est finalement tombée courant décembre, et c'est la prolongation de Mark Cavendish. Ça faisait pas de doute, Ben, mais c'est désormais officiel. Le sprinter britannique va continuer une saison de plus chez les pros. Ouais, mais j'espère juste qu'il battra pas le record de Merckx. C'est un peu là. Non, mais j'ai cru que t'allais me lancer sur Marc Panoun, mais Non, non, pas tu me lances encore, sur hein, on laisse Cavendish. le meilleur pour la fin. Mais putain, ouais. Non, mais Marc Cavendish, voilà, bon après, j'ai pas trop envie de dire grand-chose parce que tout simplement, la résurrection de Cavendish, à ce point, Il est blessé, ça Cavendish, d'ailleurs, je crois, hein. m'énerve un peu. Hein? Il est blessé, je crois, Cavendish. Il s'est blessé Ouais, lors des 6 jours de non, Gand. je sais pas s'il est blessé, mais je crois qu'il a par contre été victime d'une agression au domicile. Ouais, je crois, ouais. Donc Alors, ça, par puisque contre, Cavendish te donne pas d'envie non, mais après, c'est bien d'échanger. pour lui et son équipe, hein. Oui, oui, S'il tout à fait. réussit à avoir le même niveau que l'an dernier, c'est formidable, hein. Après, concernant Cavendish, ce qu'il faudra gérer, ce sera avec aussi le retour en forme de Fabio Jakobsen. Il va pas pouvoir faire ce qu'il voudra non plus Oui. au niveau des sprints. Si quelqu'un aura la priorité sur un des grands tours, ou le Tour de France notamment, ce sera pas forcément lui malgré le record à viser, à battre de Merckx. Oui, parce que Jakobsen, clairement, est plus rapide, normalement. Mm. Ouais, alors, une J'espère que annonce Jakobsen sera sur le Tour de France, alors. J'espère aussi, ouais. Une annonce qui a vraiment surpris son monde. Alors, moi, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. C'est le départ de Dylan Groenewegen qui quitte la Jumbo-Visma pour rejoindre Mitchelton Scott. Alors, je sais pas comment vous avez pris la nouvelle, mais moi, j'avoue que j'y m'y attendais pas une seule seconde. C'est clair que c'est surprenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que c'est parce que tout simplement, Groenewegen a peut-être eu un peu plus de difficultés l'an dernier? Il traîne malheureusement une image qui est pas terrible. Puisqu'on parlait de Jakobsen, magnifique transition, Charles, pour parler de Dylan Groenewegen. Oui, tout à fait. Si elle est un peu dans les barrières. Non, mais après, on est d'accord que c'est pas un transfert, hein. Il a rompu son contrat et il va chez votre équipe. L'équipe, on est d'accord qu'il n'y a pas de paiement. Il n'y a pas d'indemnité, mais je crois que c'était une volonté de Groenewegen, et vous me Ouais. corrigez sur le chat, hein, Adri, si je dis des bêtises. Je crois que la raison officielle, c'est que Groenewegen a demandé à la Jumbo-Visma de quitter l'équipe parce qu'il n'avait pas d'opportunité de briller sur les grandes courses, sur le Tour de France ou sur un autre grand tour, parce que forcément, quand il y a Roglic, quand il y a Vingegaard, quand il y a Van Aert, etc., c'est compliqué pour un sprinter d'exister sur les courses par étapes. Et il me semble que la Jumbo a dit, OK, pour service rendu, on te laisse partir. Mais en gros, je crois que l'idée, c'est à peu près ça. Entre DSM et Jumbo-Visma, c'est quand même bizarre tous ces transferts de coureurs. Ouais, après, enfin, Adrien le dit un peu, et bah, je voudrais aussi votre avis, mais j'ai l'impression que
ça a l'air plus sincère chez Jumbo-Visma. Enfin, t'as l'impression que c'est juste que, bah voilà, on se dit que finalement, il n'y a pas trop de place pour Groenewegen, Oui. mais on est un peu embêté pour lui parce qu'il a été formé chez nous et que du coup, on le laisse partir parce que pour service rendu, en gros, quoi. Ouais, après, c'est sûr que Jumbo-Visma, Adrien le dit, il y a des jeunes sprinters, et puis c'est une équipe qui est taillée pour gagner les classements généraux de Grand Tour. Et ça fait des années qu'on n'a pas eu de coureur sprinter avec un vainqueur de Grand Tour. Je crois que est-ce que le dernier, ça serait pas Mark Cavendish justement en 2012 qui roulait dans le port de l'air, soit c'était dégueulasse. Avec la Sky de Bradley Wiggins. C'est possible. Et puis en plus, il y a un Wout van Aert qui peut gagner les sprints, donc tu peux pas prendre Van Aert et Groenewegen. Ouais. C'est Ouais, compliqué. c'est clair que Ouais. tu peux pas exister face à un gars qui gagne un contre-la-montre, le Ventoux, et qui va Oui, qui peut taper gagner les sur autres aux les champs. Champs-Élysées, quoi. Qu'est-ce que tu vas mettre Groenewegen sur un Tour de France? Tout à fait. Ton avis, Grégory, du coup, sur ce départ, est-ce que c'est une bonne chose pour la carrière de Groenewegen? Je pense de toute manière, au vu de l'évolution des choses, il aurait été quand même pas mal barré chez Jumbo-Visma. Il aurait pas pu forcément s'aligner où il souhaitait, ou alors ça aurait pas été dans les meilleures conditions. Il aurait été obligé très certainement d'abattre du travail pour des leaders et se retrouver un peu cramé les jours où il aurait sa chance au sprint. Je pense que chez Mitchelton, ça ira mieux pour lui puisqu'il y aura moins de leaders à protéger. Il y aura moins de concurrence interne aussi pour le sprint. Oui, parce qu'il n'y a pas de vrai sprinter, à part le jeune Caden Groves, mais qui est quand même encore à des années-lumière de pouvoir lutter avec les meilleurs hommes rapides du peloton. Ouais, c'est ça, Groves qui sera certainement là pour sprinter sur le calendrier secondaire et du coup, Groenewegen aura la priorité et il pourra construire son calendrier comme plus ou moins bon lui semble, je pense. Et donc ouais, c'est mieux. Enfin, je pense que c'est mieux pour les deux parties, à la fois pour Jumbo-Visma et pour Groenewegen, de se séparer maintenant. Ouais, alors je suis d'accord avec cette analyse que vous avez, les gars. Et par contre, un transfert qui s'est un petit peu moins bien passé, et Ben l'a un peu évoqué, et on en a malheureusement l'habitude, parce qu'on avait eu déjà le précédent, Marc Hirschi l'an passé, et puis d'autres, hein. Je crois qu'il y a pas mal de coureurs qui ont quitté la structure DSM en mauvais termes. Tige Benoît qui rompt son contrat, Ben, et qui s'engage justement avec la Jumbo-Visma. Ben, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment... En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que euh, la team DSM a vraiment un comportement scandaleux dégueulasse avec ses employés? Ça c'est le mauvais côté des choses. Le bon côté, ça serait ils ont une politique antidopage qui est contraignante, mais presque paranoïaque, j'ai envie de dire. Et je peux comprendre qu'un coureur, et je ne parle pas d'un coureur un dopé forcément, mais qu'il en est, pour parler vulgairement, en plein le cul de devoir se soumettre à des tas de trucs alors qu'il est propre. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre, parce que l'an dernier on en parlait, Charles, on disait, ah la team DSM, ce qu'ils font c'est bien, notamment avec Marc Hirschi, tout ça, mais là en un an et demi, c'est terrible ce qui se passe, et ça va leur porter préjudice parce que quand on regarde le recrutement, ils peuvent plus attirer de noms parce que les gens n'ont pas envie d'aller se foutre dans un... Mais pour rebondir là-dessus, et après je donnerai la parole à Greg, je rejoins un peu ce que dit Adri. Je pense qu'il y a des méthodes très très rigides de fonctionnement, comme tu le disais aussi, Ben. Bah oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect antidopage et c'est une très bonne chose, hein, ils sont archi stricts sur le sujet, mais je pense qu'il y a une organisation quasi militaire entre guillemets, et si ça peut convenir à des mecs comme Romain Bardet qui sont très très professionnels, parce qu'on le sait, Ah, Romain Bardet mais c'est quelqu'un Bardet, de... c'est le coureur pour l'équipe, j'ai Ouais. envie de dire, hein. Mais des mecs un peu comme Michael Matthews, qui sont un peu plus en mode détente, ou tu le disais, des Un jeunes surfeur. coureurs, forcément à 18 ans, t'as pas envie de faire non plus tous les sacrifices du monde, comme si t'étais encore avec papa-maman à la maison et qu'on t'empêchait de sortir à longueur de temps. Donc, je sais pas qui a raison et qui a tort, mais je pense que clairement, c'est une équipe qui convient pas à tout le monde. Autant pour Romain Bardet, on l'a dit, c'est parfait parce que lui, il adore ça et qui doit être chouchouté et qui doit être, j'imagine,
motivé aussi quand il a des questions, quand il veut pousser sur des trucs, sur la rigueur, etc. Mais pour d'autres, enfin, par exemple, moi je vois pas un Thibaut Pinot dans, dans ce genre d'équipe. Je pense qu'il pète un câble. Ça finit comme Marcel Kittel. Ouais, au bout de 3 minutes. Et après, il y a peut-être des gens qui ouais, enfin, je sais pas, je connais pas leur fonctionnement exact, mais qui soient un petit peu trop durs. Mais ouais, je pense que c'est un peu un mélange des deux, mais surtout une très très grande rigidité. Et je passe la parole à Grégory parce que je me perds. J'étais en train de dire en même temps un truc. Non, mais je suis d'accord avec cette analyse et et quand on regarde l'effectif de l'an prochain, il y a quand même un petit souci, c'est qu'il y a quand même une certaine absence de grands leaders pour cette équipe et on se demande un peu, en dehors de Romain Bardet justement, qui lui a quand même assuré une saison très correcte cette année, on se demande vraiment qui va pouvoir apporter des gros résultats. Il y a du monde pour faire des placettes, ça c'est pas forcément un souci, mais pour apporter des grands résultats, des victoires sur le World Tour, je crois que ça risque d'être compliqué et qu'on s'en remet un peu à l'explosion de certains jeunes dans l'effectif et qui n'est pas du tout garanti, qui peut poser problème pour la suite. Et encore une chose, dans cet effectif, il y a la présence d'Andreas Leknesund par exemple, qui s'est déjà plaint de l'équipe cette année et qui voulait partir et qui manifestement n'a pas réussi. Et est-ce qu'il est vraiment le seul dans ce cas-là? J'en suis pas certain. Donc, ce sera à voir si l'ambiance restera au beau fixe pour l'ensemble des coureurs en 2022. Ouais, parce qu'on entend des choses sur le matériel aussi, Greg. Alors après, je veux pas non plus trop colporter, parce que je sais pas si c'est vrai ou faux, mais dans ce qu'on peut lire à droite à gauche, il semblerait, en tout cas, ce serait une possibilité que tout le monde n'ait pas accès au même matériel et que les gros leaders aient tout ce qu'il faut et que ça soit plus compliqué pour certains jeunes à ce niveau-là, quoi. Ouais, puis il y a des soucis apparemment au niveau du vélo de contre-la-montre aussi, notamment. Donc certains, par exemple, je parlais de Leknesund, on a vu comme il a quand même pas mal reculé dans la hiérarchie au niveau du contre-la-montre, et alors qu'il a que 22 ans, et il avait sorti de très beaux chronos en 2020, et cette année c'était vraiment bof, même s'il a réalisé quelques courses intéressantes. Alors bref, on va pas rester non plus 15 ans sur j'allais dire Alpecin, mais non, sur le team DSM, mais ça me permet justement la transition, Ben, vers Alpecin, qui pour la 2e ou la 3e année consécutive, je ne sais plus exactement, signe le vainqueur de la Zwift Academy. Alors j'avoue que je ne le connaissais pas, hein, le coureur, j'ai regardé sa fiche, mais ça ne va pas apporter grand-chose. Donc je vais plutôt t'interroger de manière générale. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée ou une bonne chose de signer ces mecs qui font exploser les watts sur des concours de 30 ou 40 minutes? Oui, ça peut être une bonne idée. Je pense qu'il y a il y a les watts sur 30-40 minutes, mais il y a tout un panel, une batterie de tests à côté. Et ça, oui, non. Et puis Alpecin peut se le permettre, hein, vu comme il marche à côté. Oui. C'est pas mal, il teste, bon, mais il voit si ça marche ou pas, mais pourquoi pas. Après, j'ai pas grand chose à dire parce que je connais vraiment pas le Non, moi non plus, je vais pas faire le malin, j'ai vu 2-3 références, mais c'est pas... Après, Zwift a fait ses preuves, donc c'est bien. Ça permet à certains cours, ça permet des ouvertures de certaines voies. Je pense qu'il y a quelques années, quelques longues années, on disait tiens c'est bizarre ce coureur Cadel Evans là qui vient du VTT. Oh, Bradley Wiggins, il a marché sur piste, il fera rien sur le reste, etc. Donc, je pense que Zwift est en train de devenir petit à petit, en tout cas les home trainers connectés, une sous-discipline, mais une discipline quand même du cyclisme. C'est ton avis aussi, Grégory? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, il faut souligner aussi que ça permet souvent sur ces dernières années, puisque l'an dernier c'est un certain Jay Vine qui a été cité, ça permet à certains Australiens de bien se montrer. Je ne me rappelle plus vraiment des noms exacts des trois derniers finalistes cette année, mais il me semble que c'était pas mal hémisphère sud et Australie et Nouvelle-Zélande notamment. Ça permet à beaucoup d'anglo-saxons qui sont là-dessus. Et enfin des pays où parfois les conditions actuelles sont assez difficiles au niveau
crise sanitaire notamment, ça leur permet de s'illustrer, de pouvoir intégrer des équipes qui vont évoluer principalement en Europe la saison prochaine, et de montrer un peu les watts. Alors, dernière. Ouais, pardon, Greg, je t'ai coupé. Non, j'allais juste dire que c'est un coureur intéressant puisqu'il n'a que 19 ans. Ouais. Intéressant aussi pour le look, notamment pour ceux qui ont vu. Ouais. Vous regarderez les photos sur la page Twitter d'Alpecin Phoenix ou la page Facebook. Dernière annonce, on l'attendait, entre guillemets, puisqu'on savait qu'il allait quitter son équipe depuis quelques semaines déjà. Que dire à part que Mark Padoun va quitter donc Bahrain Victorious, pardon, je confonds, pour rejoindre EF Education First et son fameux manager Jonathan Vogters qui a annoncé que tout le monde avait quitté le dopage dans les années 2000 et qui recrute un beau coureur très talentueux qui a marqué les esprits pendant le Dauphiné, Benjamin, et pour qui il n'y a aucun souci de crédibilité. Alors je précise que je n'accuse pas Mark Padoun de quoi que ce soit, je suis juste un peu... J'arrive pas à trouver le bon qualificatif. Chat échaudé craint l'eau froide. Chat échaudé craint l'eau froide. Et puis j'ai un petit peu de mal à croire à la probité de ses performances. Mais bon, après, on peut lui laisser le bénéfice du doute. En tout cas, c'est un transfert qui fait parler. Je vous invite à réécouter notre émission du dimanche soir, après le Critérium du Dauphiné libéré, pour nos avis. Et je crois bien que dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, les gens étaient de notre avis. Alors forcément, après, on est dans un système d'accoutumance, puisque derrière, il a quand même fait des bonnes performances, notamment à Burgos. Et vu qu'il a fait une performance au Dauphiné, si on le revoit faire des performances, on se dira, ouais, il y a le Dauphiné. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous pensiez au soir du Dauphiné. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça l'idée. Mais est-ce que après, il était dans une équipe Bahreïn. Je rappelle que c'est quand même la seule qui a subi une descente de la police sur le Tour de France. Ça fait beaucoup de signaux de fumée. Donc ça ne veut pas dire quand vous voyez de la fumée dans une forêt la forêt brûle, mais quand vous voyez 3, 4, 5 colonnes de fumée, c'est que il est peut-être temps de courir. Mais est-ce que le problème, Grégory, c'est pas qu'il rejoint EF Education First, dans le sens où Vogters, il se veut un peu comme un de ses gardiens du temple concernant la lutte antidopage, et il signe Mark Padoun, quoi. Après, peut-être que Mark Padoun n'a aucun souci, hein. Moi, je veux bien le croire et l'accepter, mais est-ce que c'est pas un peu curieux de le retrouver dans ce genre de formation, un peu comme s'il avait signé, je sais pas, à la FDJ ou à la team DSM, quoi. Ouais, c'est ça, c'est assez étonnant de le voir signer là-bas. C'est vrai que Jonathan Vogters n'en est pas une contradiction près, on va dire, et c'est étonnant de le retrouver là-bas. Maintenant, concernant Padoun, on va voir plus ou moins ce qu'il vaudra l'an prochain. Est-ce qu'il arrivera à sortir une ou deux perfs, ou est-ce qu'il va s'éteindre petit à petit au fur et à mesure de la saison? Ça, c'est ce qui sera à voir. Mais par contre, il aura normalement, devrait avoir matière à s'exprimer, et sera attendu au tournant, et devrait pouvoir essayer de briller là où il le souhaite. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Je n'en suis pas sûr du tout. Ça a l'air d'être un coureur quand même. Au-delà de sa saison 2021, si on regarde les saisons espoirs ou les saisons précédentes, ça a l'air d'être un coureur qui... Oui, il n'a jamais été régulier. Il marche sur le pic de forme. Il peut faire une grosse étape un jour et être complètement à la rue le lendemain ou la course d'après. Ouais, déjà chez les jeunes, c'était un petit peu le cas. Ouais. Mais du coup, ta réflexion m'amène une question, et je vais poser la question à Benjamin. Est-ce que ce transfert, quoi qu'il se passe, c'est pas un transfert perdant pour Jonathan Vogters? Dans le sens où si Padoun marche sur l'eau, les accusations de toute façon vont fleurir partout dans la presse, etc. Et s'il marche pas, il l'aura pris pour rien. Ouais, mais il s'en fout, je pense. Tu crois qu'il s'en fout, qu'il fait partie de ces gens qui considèrent parce que c'est quand même la personne qui va piquer des sponsors à des équipes. Combien il y a d'équipes qui sont mortes à cause de lui? Tu penses qu'il
pour faire le parallèle avec un personnage qui pourtant qui ne peut pas encadrer, est-ce que comme Trump, il pense pour toi que toute pub est bonne à prendre, quoi qu'il se passe, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Oui. Son but, c'est que son équipe progresse. Son but, c'est que son équipe fasse parler, que les sponsors restent. Après, je suis désolé, mais du Jonathan Vaughters, encore une fois, regardez chaque fois il a approché un sponsor d'équipe, fusion ou je sais pas quoi. Drapac. Chaque fois, l'autre partie a été perdante. Ce qu'il a fait à Delco, c'est dégueulasse aussi. Il y a eu une affaire Garmin-Liquigas aussi. Il y a eu Drapac en Australie. Il y a eu Delco là. Bon, c'est vrai que... Non, excuse-moi. Une fois, ça peut être une erreur. Au bout de 2 fois, bon, il n'y a plus trop de hasard. Il y a également le fait... non, à voir. Après, il a des coureurs dopés dans son équipe. Il en a déjà eu. Hein. Des coureurs qui s'en fait choper pour dopage derrière. C'est également lui qui a fait éclore Bradley Wiggins. Alors s'il arrive à faire passer un cap comme ça à Padoun, je pense que Pogacar et Roglic ont du souci à se faire. Non. Après, plus sérieusement, on verra. Non, je pense que peut-être on va en parler s'il fait 1 ou 2 performances, Padoun, et puis encore une fois, ça va rentrer dans les mers. Ton avis, Greg, pour finir là-dessus? Non, mais je pense que Ben a bien résumé le truc. Après, Padoun, ça marche pas aussi. Et puis, au pire, dans 2 ans, sa carrière sera terminée au bout du contrat de chez EF et Jonathan Vaughters saura prendre quelqu'un d'autre à la place. Oui. Je pense ça comme ça. Ça me choque moins la double arrivée Movistar Ibergen Piepoli. Ouais. Mais bon. C'est pas faux. Oui, parce qu'après tout, Marc Padoun n'a jamais été content et positif, et c'est ça qu'il a. Oui. On a été choqué par le droit Dauphiné, comme mais après, d'autres. voilà. Il peut avoir été dans la forme de sa vie. Hein. Je sais plus qui c'était. Je crois que c'était Johan van Sumeren, je suis pas sûr, qui avait dit une année. Je sais plus si c'est lui. Hein, je crois que c'était en 2004 qu'il a eu la journée de sa vie. Il n'avait jamais eu des jambes aussi bonnes sur l'étape du plateau de Bay, remportée par Armstrong, je crois. Attendez, je vais vérifier. Non, ça. mais oui, en plus, sincèrement, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Après, on n'essaie pas d'excuser le truc, hein, loin de là, mais genre Bettiol sur le Tour des Flandres, il y a des jours où on a tous fait du sport, et des jours tu marches sur l'eau, tu sais pas pourquoi, en fait, t'as rien fait de différent d'habitude, mais t'as les jambes de ta vie, ou t'as la réussite de ta vie, parce qu'il faut aussi de la réussite forcément en sport, et c'est possible que ce soit le cas pour Marc Padoun, même si moi j'ai du mal à croire à cette théorie, mais c'est une possibilité. Bref, ce que je voulais dire, alors je sais plus si c'était Van Sumeren ou quelqu'un d'autre, hein, je crois que c'était sur l'étape du plateau de Bay, je n'arrive pas à retrouver, mais bref, il n'avait pas fait ce coureur, qui grimpait pas du tout, peut-être c'était Thierry Marichal, je sais plus, avait fait une performance, je crois qu'il avait fini dans les 25-30 premiers de l'étape, c'était passé inaperçu. Oui. Mais tu vois, c'est comme si Jimmy Casper avait fait un truc comme ça. Et il disait, mais si j'avais fait ça sur une Flandrienne, mais je gagnais facile. Sauf que le gars s'est tombé sur une étape de montagne alors que le gars ne grimpe pas un col. Sauf qu'il a, ce jour-là, été excellent par rapport à son niveau. Oui, ou C'est Caleb possible que Ewan Padoun, qui suit dans le voilà. Poggio cette année, je Ouais, pense pas que c'était tous les fou. ans il sera capable de C'était suivre fou. dans le Poggio, et pourtant on n'a aucun doute sur... Voilà, Padoun, c'est un grimpeur. Peut-être qu'il était extraordinaire sur le Dauphiné, parce que même sur le Tour de Burgos, c'est pas du même niveau. Hein. Oui, c'est vrai. Le Dauphiné, sur 2 jours, il a été à un niveau exceptionnel. Tout à fait. Alors pour On conclure verra. l'émission, Ben, justement, je te laisse la main. Je crois que tu voulais nous parler de quelque chose que tu as préparé sur ta chaîne Twitch pour la fin de journée. Voilà, à 18h30, je lance le... Alors, je vais prendre l'antenne, comme on dit, entre guillemets, un peu avant, mais à 18h30, je lance le premier quiz d'une série de 20-21, mais comme un Tour de France, en fait. Ça sera des quiz sur le cyclisme, et on va commencer uniquement sur le Tour de France, avec donc un vainqueur par quiz. Ça se fait par points, en fait. J'ai mis le lien du forum qui explique les règles, donc il y aura un vainqueur d'étape. Et je vais faire également un classement général. Même si vous ne participez pas à tous les quiz, vous pourrez être classé dans le classement général. Tout est expliqué, vous pouvez poser des questions. Je pense que ça peut être sympa, c'est convivial pour les vacances de Noël. Ça continuera pendant la saison et on verra si ça marche. Il y aura peut-être de belles surprises sur la chaîne veloclub.net, mais on n'en dit pas plus. Ouais. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans les 15 jours, parce que là, tout le monde est un peu en vacances, donc on va voir ce qu'on peut faire. Je crois qu'on a prévu une émission sur Astana avec l'ami Alex.
On verra si on peut faire un truc sur Rivals Manager aussi, parce qu'on l'avait promis. Point Et Cocorico. un coin Cocorico, on fera début janvier, donc soit pendant les vacances, peut-être deuxième semaine des vacances, on verra. Ouais. D'autant que, excuse-moi, je te coupe, il serait important parce que c'est bouleversé avec la disparition de Kubica. Ouais. Oui. Oui, pardon, j'étais en train de lire en même temps. Ça... Désolé, ça m'arrive une ou deux fois par émission. Il n'y a pas de problème. Et ouais, on essaiera de faire le point, peut-être un autre matin cette semaine aussi, on verra avec Greg si on a une idée ou une inspiration en ce qui concerne des émissions. Quand on vous tiendra au courant. Peut-être la Vuelta, peut-être. Ouais, la présentation de la Vuelta, on pourra en toucher un mot, on essaiera de voir une matinée cette semaine. En tout cas, en attendant, on vous remercie de nous avoir suivis encore assez nombreux ce matin, parce que je crois que vous étiez une dizaine à un moment. Et pour ceux qu'on ne reverra pas avant les fêtes, on vous souhaite de joyeuses fêtes, tout le meilleur, bien entendu, dans cette période. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Bonne fête, au revoir. Salut tout le monde.